Hello à tous, c'est Jade au micro d'après minuit, bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, le calendrier est un petit peu bousculé parce que vous avez tellement réagi en profondeur au dernier épisode que je me suis dit que j'allais faire une partie 2 pour compléter, pour expliciter, mais aussi pour réagir avec vous à certains commentaires et témoignages que j'ai reçus sur Instagram et ailleurs. Et donc voilà, j'ai eu envie en fait simplement de compléter le propos. Je me suis moi-même, c'est très rare que je fasse ça d'ailleurs, je me suis moi-même réécoutée. J'ai réécouté l'épisode de la semaine dernière, donc pour vous remettre un petit peu de contexte, c'est l'épisode qui s'appelle « Mon besoin d'absolu me fait souffrir », donc partie 1, dans lequel effectivement je détaille mon rapport à l'absolu, mon rapport aux relations, mon rapport à l'amour, mon rapport à l'amitié, et surtout mon rapport à ce besoin que je mets derrière ce mot absolu, c'est-à-dire mon besoin de connexion sensible avec les autres, mon besoin de grandeur, de transcendance, de beauté, etc., etc. Et donc je me suis dit que j'allais effectivement prolonger le propos autour de ce sujet, tout simplement parce que j'ai reçu des témoignages qui m'ont vachement touchée, déjà, auxquels j'avais envie de répondre et qui méritaient selon moi une réponse. Deuxième raison, parce qu'aussi j'ai reçu des témoignages ou entre guillemets des conseils qui étaient un petit peu révélateurs d'une philosophie de vie contre laquelle je me positionne, à laquelle je n'adhère pas, et effectivement que je n'ai pas suffisamment explicité dans l'épisode précédent. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de le faire aujourd'hui et vous parler un petit peu de ça. Donc j'ai pris des notes. Ça va peut-être être un petit peu plus brouillon que d'habitude, parce que voilà, j'ai pas en tête encore exactement un arc narratif pour cet épisode. Mais déjà, il y a un point sur lequel je voudrais vraiment insister en préambule. C'est que donc j'ai reçu un retour d'un homme qui a écouté l'épisode et qui m'a dit « Écoute Jade, je te fais ce vocal parce que j'ai écouté ton dernier épisode de podcast et tu exprimes en fait presque une sorte de besoin viscéral, d'être en connexion avec les autres. » Donc il fait vraiment un effet de zoom sur ce point-là, en particulier l'épisode précédent. T'as besoin d'être en connexion avec les autres. Et en fait, moi ce que j'entends, c'est comme si t'es accro à ce que cette connexion aux autres te fait ressentir. Mais en fait... connecte-toi à toi-même. Et je comprends pas comment une femme de ton niveau, entre guillemets, que ce soit intellectuel, mais surtout ton niveau de conscience, mette la relation aux autres à une place si importante alors que ça devrait être plus auxiliaire. Et donc il suggérait cette idée qu'on retrouve d'ailleurs dans le bouddhisme de détachement. Il disait mais attends, les relations c'est auxiliaire, la relation la plus importante c'est la relation à toi-même et donc les relations aux autres doivent être des bonus dans la vie, des plus. Et donc l'idée c'est de rentrer en relation avec les gens mais en étant totalement ok aussi de les perdre et d'être détaché, d'être en lien mais d'être détaché par rapport à ces liens et d'être ok dans le fait de perdre les gens. Je ne peux pas être plus diamétralement opposée à cette idée. Pourtant, vous m'entendez régulièrement prôner effectivement un rapport à soi qui est un rapport de conscience, qui est un rapport de proximité, qui est un rapport de confort également. Je ne cesse de parler de voyage solo, je ne cesse de parler d'introspection, je ne cesse de parler du connais-toi toi-même de Socrate. J'ai littéralement écrit un ouvrage qui est dédié à ce cheminement intérieur, à ce voyage intérieur, etc. Néanmoins, j'ai une conviction inébranlable, pour être honnête. Donc j'arrive un petit peu dogmatique sur ce sujet, que la relation est au centre de tout pour un être humain. Et sincèrement, cette conviction-là, elle prend racine dans ce qu'on sait à date du bonheur d'un être humain. C'est-à-dire que toutes les études qui ont été menées sur le bonheur, sur l'épanouissement d'un être humain, sur sa santé mentale et physique, etc., nous mènent quand même à une conclusion, c'est grosso modo, la qualité de notre vie égale la qualité de nos liens. Il y a notamment une étude qui a été menée par l'université d'Harvard, qui est l'étude la plus longue jamais menée sur le bonheur, et qui arrive à cette conclusion, effectivement, qui est la qualité de notre vie égale la qualité de nos liens. Autrement dit, si dans notre vie, on réussit à créer des liens qui soient sains, épanouissants, aimants, alignés à nos valeurs, à nos besoins, etc., et bien on vivra une vie profondément heureuse. Donc, je veux bien qu'il y ait cette mouvance, cette tendance de société dictée par l'époque, etc., et alimentée encore et encore et encore par les réseaux sociaux du « t'as pas besoin des autres »,
c'est toi, ta relation à toi, aime-toi d'abord, aime-toi toi-même, etc. Mais je suis en profond désaccord avec cette idée. Et je pense qu'elle est dangereuse et je pense qu'elle est contre... elle est contre en fait ce qu'il y a de plus fondamental et naturel pour un être humain. Et je pense qu'on est vraiment dans une époque qui a une dérive absolument excessive et dangereuse, en fait, de la survalorisation du soi. Il y a énormément de chercheurs, notamment Esther Perel, qui est une psychothérapeute, thérapeute de couple, qui est vraiment une référente dans les relations amoureuses, les relations amicales également, les relations familiales, bref, c'est vraiment une référence et je vous invite vraiment à aller découvrir son travail. Elle a un podcast qui s'appelle Where Should We Begin? Alors, elle est belge, mais son travail est principalement en anglais, mais il y a quelques podcasts où elle a été invitée aussi en français si jamais vous parlez pas anglais. Elle a écrit surtout plusieurs ouvrages que j'ai lus et que j'aime énormément. Et en fait, elle explique souvent ça avec beaucoup d'éloquence, à quel point, en fait, on est dans une dérive du self. On est dans un monde où c'est soit. C'est l'individualisme porté à son paroxysme. Mais c'est vraiment problématique, en fait. Et ça nous mène tous vers une espèce d'illusion collective qui, encore une fois, est délétère et surtout nous emmène mais droit dans un mur. Parce que la vérité, c'est qu'un être humain est un être qui a un besoin absolument vital pour survivre, pour s'épanouir, pour construire, pour se reproduire, etc., d'être en lien avec les autres. Et je pense qu'il ne faut pas confondre un rapport à la solitude qui serait sain, qui serait positif, qui serait nécessaire, des moments de solitude choisis, etc., et une philosophie de fond, un rapport à la vie, à l'existence, aux choix fondamentaux, qui serait dicté par la solitude. Non, parce que, encore une fois, ça a été étudié par la science, une vie de solitude est une vie qui mène à une atrophie de l'être humain. Donc ça, c'est vraiment quelque chose déjà que je voudrais dire en préambule de cet épisode deuxième partie, c'est qu'en fait, il y a un petit peu de conscience, de lucidité à mettre par rapport à ce sujet. Et je pense qu'il faut vraiment, collectivement, qu'on fasse extrêmement attention à ne pas être dans une espèce de boulimie du soi, de ne penser qu'à soi, à se regarder son petit nombril, ses compétences, ses besoins, ses choix, son rapport avec soi, s'aimer soi, grandir soi-même, se développer personnellement, soi. Non. Ce qui donne du sens à la vie, et ce qui donne envie tous les jours de se dépasser est profondément nourri aussi par notre lien aux autres. Et je pense qu'il faut vraiment activement trouver un équilibre entre, bien sûr, se reconnecter à soi, ne pas se perdre quand on rentre en lien avec les autres, et je ferai d'ailleurs un épisode sur ce sujet précisément, être en paix avec soi-même, savoir écouter ses sensations, ses ressentis, ses besoins, ses émotions, savoir décrypter ses pensées et ses schémas. Bien sûr, tout ça est absolument essentiel et je suis la première à vous inviter encore et encore à faire ce travail. Néanmoins, je pense qu'il faut remettre les choses en perspective et en fait réfléchir à, dans tout ça, quelle est la philosophie de vie à laquelle je crois. On peut pas juste vivre sa vie comme ça en flottant, jour 1, 2, 3, 4, 5, 800, 10 000... Et puis ne jamais se poser et se demander, attends, mais fondamentalement, quelles sont mes valeurs cardinales? Fondamentalement, quelle est mon hypothèse de vie? Quel est mon parti pris existentiel? À quoi est-ce que je crois profondément? Et je pense qu'il faut, à un moment donné, se poser avec soi-même, effectivement, et faire une introspection, mais qui invite aussi les autres. Tiens, dans mon rapport aux autres, qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que j'ai compris dans ma première histoire d'amour? Comment est-ce que je vois que j'évolue avec mes amis, en tant que citoyenne, dans mon écosystème, dans ma société, dans mon époque, etc. Tout un tas de questions qui sont éclairantes, pour se demander, mais fondamentalement, qu'est-ce qui compte? L'idée, c'est pas de dire, bah non, juste connais-toi toi-même, sois bien avec toi-même, aime-toi toi-même d'abord. Non, je veux dire, ça c'est le dev perso niveau 1, même pas, tu vois. Nous, en tout cas, je n'aspire pas à vous proposer un degré de réflexion qui serait celui-ci. Et donc, une fois qu'on a dit ça, et donc ça vous renvoie aussi à ce que je vous disais la semaine dernière, moi, ce que j'ai envie de me poser comme question, et en tout cas, le sujet que j'ai amené, c'est, moi, dans toute cette introspection qui inclut également les autres, je me rends compte que dans mon rapport à l'autre, j'ai un besoin d'absolu qui, à plein d'endroits, me fait souffrir. Parce que ce besoin d'absolu prend racine
Les fondations de ce besoin d'absolu sont des éléments identitaires contre lesquels je ne peux pas me battre, qui font partie de moi et que je ne pourrais pas changer. Premier point identitaire qui nourrit cela, mon hypersensibilité. J'en parle peu parce qu'en fait, je n'aime pas les étiquettes, les diagnostics. En fait, je n'aime pas, de manière générale, l'idée de la causalité. C'est-à-dire que, oui, une fois qu'on a les causes de quelque chose, oui, bon, une fois qu'on a dit ça, ça fait quoi ? T'es hypersensible, bon, très bien. Et en fait, aujourd'hui, je trouve qu'encore une fois, on est dans un monde, dans une époque qui aime énormément sauter sur ce genre d'étiquette comme si ça donnait un crédit ou une légitimité ou un mode d'emploi du soi, encore une fois. Et je n'aime pas les modes d'emploi lorsqu'il s'agit des êtres humains. Je n'aime pas appréhender l'être humain avec une pensée binaire, une pensée basique, une pensée de mode d'emploi. Ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est la raison pour laquelle, de manière générale, je me méfie toujours un petit peu de ces étiquettes-là. Non pas parce que je ne pense pas qu'elles sont juste vraies, intéressantes, mais simplement parce que j'invite à aller plus loin. Une fois qu'on a dit ça, on a dit quoi. Mais donc, je vais faire cet effort de décortiquer avec vous le pourquoi du comment pour que ce soit encore plus riche en effet miroir pour vous. Donc effectivement, le premier point qui fait que j'ai ce besoin d'absolu, que je ne choisis pas, qui me fait souffrir, qui est vital, c'est parce que je suis hypersensible. Comment ça se manifeste ? Déjà, ça se manifeste par une hypersensorialité. D'accord ? Ce qui va créer chez moi un rapport à la matière, au son, aux gens, à mon environnement, au beau, qui va être extrêmement singulier, puissant, structurant. Deuxième manifestation de cette hypersensibilité, il va y avoir des capteurs, en fait, au-delà des capteurs sensoriels, des capteurs psychiques, et une volonté, en fait, justement, de rentrer en connexion et de comprendre les gens et l'environnement qui m'entoure de manière hyper accrue et hyper poussée. C'est-à-dire que cette hypersensibilité me renvoie à ce truc de si je reste en surface des choses, en surface des liens, en surface des situations, en surface des conversations, il y a quelque chose en moi qui meurt, il y a quelque chose en moi qui suffoque. Je ne peux pas faire autrement. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable de légèreté, d'humour, de fun. Ça veut juste dire que j'ai besoin que les fondations, que les racines soient profondes et soient ancrées là-dedans. Ok ? Troisième manifestation de cette hypersensibilité, c'est que je prends les choses à cœur. Je prends les choses à cœur. Je suis hyper entière, je suis hyper impliquée. Donc oui, quand on me dit quelque chose, j'écoute et si ça me touche, je le prends à cœur. Donc oui, si je t'aime à fond. Donc oui, si je ressens une injustice, je suis révoltée. En fait, mes émotions, mes engagements, mes partis pris sont souvent tranchés, sont souvent forts, sont souvent profondément habités de qui je suis. Ça, c'est aussi une des manifestations. Bon. Deuxième élément, effectivement, c'est qu'il y a ce volet HPI. Alors ça, je pense que c'est la première fois que je parle de ce sujet, zèbre, HPI, etc. Parce qu'encore une fois, je ne veux pas en fait me ranger derrière cela. Mais puisqu'on décortique et puisque j'ai reçu beaucoup de témoignages, je vais vous en lire quelques-uns. Et aussi des diagnostics que les gens me faisaient, je me suis dit, bon, je vais quand même l'aborder. Effectivement, quand tu as un HPI et que tu as donc une forme d'exigence intellectuelle, ça se manifeste. Ça s'exprime dans tes relations. Ça s'exprime dans ta philosophie de vie. Ça s'exprime dans ton rapport au monde, aux autres, à toi-même, à ton travail, à tes projets, etc. Et donc, ça c'est quelque chose dont je parle dans le podcast quand je parle de ce désir, en fait, d'une vie grandiose, d'avoir des liens, comme je vous l'ai dit, profonds, de vivre une vie extraordinaire, etc. En fait, tout ça vient d'un point de départ, cette fois-ci, qui est le goût pour l'excellence. Et ça, c'est à la fois quelque chose donc, qui prend racine dans quelque chose d'identitaire, le volet HPI, mais ça prend
aussi et beaucoup ça prend racine dans l'éducation, dans les héritages, dans nos conditionnements. Et ça, c'est quelque chose dont je vous parle souvent, ce volet un petit peu sociologique des choses, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des êtres complètement libres et affranchis de toute injonction. Nous sommes des êtres qui nous inscrivons dans une tradition familiale, civilisationnelle, culturelle, etc. Moi, dans ma famille, je vous en ai déjà parlé, je suis fille de 2 profs de lettres, et il y avait surtout dans leur architecture de pensée, dans la manière dont mes parents m'ont éduquée, sincèrement, un mépris pour la médiocrité. Un mépris pour la médiocrité. Et je pèse mes mots. J'ai grandi en observant, en écoutant mes parents, d'une certaine manière, mépriser la médiocrité. Mais qu'est-ce que la médiocrité ? Alors, en fonction de mon père et de ma mère, ça ne symbolisait pas les mêmes choses. Mon père, il y a un profond mépris pour la médiocrité morale, éthique. Donc, j'ai grandi avec une injonction qui n'a pas besoin d'être dite, mais qui est incarnée dans chaque seconde de son existence, et donc, in fine, de la mienne, et donc de mon éducation, qui est une exigence de bonté, de loyauté, de droiture, une exigence morale, mais absolue, sans faille. Et moi, j'ai grandi avec un père qui a honoré toute sa vie cette exigence-là. Et donc, je porte sur mes épaules ce poids-là. Et donc, chaque fois que j'ai failli à honorer cette exigence morale, parce que je suis pas parfaite, comme tous les êtres humains de cette planète, vient de la culpabilité, de la déception envers soi-même, parfois du désamour de soi, etc. Et c'est un combat, tu vois, c'est un cheminement personnel. Et du côté de ma mère, il y avait un mépris de la médiocrité, donc qui se nichait à un autre endroit, qui était un mépris de la médiocrité intellectuelle et sincèrement sociale. Là, il y avait quelque chose de beaucoup plus performance sociale, représentation sociale. C'est-à-dire qu'il y avait une exigence absolue à être vraiment dans le top 3 à chaque fois de la classe. Tu vois, là, il fallait que je sois parmi les 3 premières de la classe. Il fallait que je sois déléguée de classe. Il fallait que je sois la meilleure à la danse. Fallait que je sois toujours la meilleure, quel que soit ce que je faisais. La plus jolie, la plus mince, la plus ceci, la plus cela. Et donc, chaque fois que j'ai failli, encore une fois, parce que sinon c'est pas drôle, j'ai échoué sur tous les plans à certains moments de ma vie. Il y a un moment de ma vie où j'avais pris 20 kilos, donc j'étais pas bien dans ma peau. J'étais du coup plus trop gracieuse ou mignonne, ou en tout cas, je rentrais plus dans mon 36. Et donc, j'ai vu l'impact de ça dans le regard à certains moments de mes proches, et c'est un exemple parmi 1000, tu vois. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans ce rapport aussi à putain, il y a un besoin d'absolu, il y a un besoin d'extraordinaire, il y a un besoin d'excellence, etc., ça vient, bien sûr, d'éléments de ta personnalité, de ton identité, HPI, hypersensibilité, goût pour la beauté, etc., etc., mais ça vient aussi de ton éducation, de tes héritages, de tes conditionnements, et de ce que tu as enregistré comme étant ce qui va te permettre d'être aimé, ce qui va te permettre de survivre. J'ai pas encore attaqué le volet résilience, mais on est en plein dedans. Ce qui va te permettre d'avancer dans la vie. Tu vois ? Et donc, si on fait un mini détour aussi par ce volet de la résilience, quand t'as vécu des épreuves effectivement plus ou moins dramatiques dans ta vie, qui t'ont forcé à développer des trésors de compétences et d'adaptabilité, etc., dans ta personnalité, bien sûr que ça reste. Même quand les traumas sont derrière soi, même quand les situations difficiles sont derrière soi, même quand les relations toxiques et difficiles sont derrière soi, bien sûr que tu gardes avec toi les schémas, les mécanismes de défense, bien sûr que tu gardes avec toi ce que tu as enregistré dans ta psyché comme étant les éléments qui t'ont permis de survivre, de grandir, d'avancer, de performer, tu vois, bien sûr que oui. Et donc tout ça, ça demande un niveau de conscience absolument colossal, parce que la majorité des gens avancent avec des angles morts de partout. La majorité des gens avancent en étant
en ayant 50 000 voiles devant leurs yeux. Et quand je dis ça, je ne me place pas du tout en supériorité par rapport à toutes ces personnes. Parce que, encore une fois, oula, en fonction de où tu es né, comment, à quelle époque, avec quelles ressources, quel a été ton chemin de vie, quels ont été tes privilèges ou tes non-privilèges, etc., etc., etc. Tout le monde n'a pas la même capacité, n'aura pas la même propension à faire ce travail de conscientisation, d'élévation de la conscience, d'aller enlever tous les voiles. Et parfois, il y a des voiles que tu enlèves qui te placent dans des états émotionnels extrêmement difficiles. Dans mon travail sur soi, dans mon cheminement personnel, il y a des moments qui ont été super difficiles parce que, oh waouh, je monte en niveau de conscience et comme je dis tout le temps, et je trouve qu'en anglais ça sonne bien, ce que tu as seen can't be unseen, tu vois, genre ce dont tu as pris conscience, ce que tu as vu, ce que tu as reconnu dans ton histoire personnelle, tu peux plus après te dire, oula, ça me plaît pas, je suis trauma, je veux le réenfouir dans ma conscience. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Donc, tout ça pour dire que dans tout ce rapport à la vie, aux besoins d'absolu, etc., il y a toute cette complexité, tu vois, en dessous. Et donc, quand je reçois ce témoignage, enfin ce vocal là, qui me dit non mais en fait, les gens c'est accessoire, juste aime-toi toi-même, machin. Je fais attends mais c'est pas si simple. Remettons s'il vous plaît un petit peu de profondeur à tout ça et mettons tous les éléments dont je viens de parler en perspective parce que la question elle est complexe et elle mérite ce niveau-là, ouais, de dentelle, hein, comme j'aime bien dire. Pareil, il y a aussi quelque chose qu'on me dit souvent, c'est mais Jade, au pire, c'est pas grave, tu peux avoir quelques relations qui sont plus en surface, plus légères, euh, plus, sociales, quoi, tu vois, dans un contexte un peu de parlotte, un peu à droite à gauche. C'est pas grave, en fait, tu sais que t'as des relations profondes avec d'autres gens, et puis ça, bon, bah voilà, c'est là, quoi. Enfin, qu'est-ce qui t'empêche juste de vivre ces relations-là, en sachant que ce sont des relations, ouais, plus accessoires, mais c'est pas grave en fait. Au moins, ça maintient une forme d'harmonie. Alors ça, c'est une réflexion, pour vous mettre un peu de contexte, c'est une réflexion qu'on m'a déjà faite dans un contexte de groupe. Exemple, parfois, on peut me reprocher mon intransigeance en ce qui concerne justement mon besoin de connexion, de profondeur, d'intelligence, En fait, au-delà de ça, hein, parce que, tu vois, je suis en train de réfléchir en même temps que je te parle, je suis vraiment amie avec des gens extrêmement différents de moi. J'ai pas de problème avec l'altérité. Mais je crois que j'ai un problème avec la bêtise, donc effectivement une certaine exigence intellectuelle et morale, la méchanceté et la non-sincérité, qui pourrait être soit de l'hypocrisie, soit du mensonge, soit surtout les masques. Ça, je peux plus. Ah, j'ai des frissons. J'ai eu des frissons qui m'ont parcouru tout le corps là quand j'ai dit ça et que je me suis connectée à ça. Et je sens dans mon corps, genre je peux avoir les larmes qui montent là, tellement ça, je peux pas. Je ne peux pas. En fait, ça fait trop de dégâts, ça fait trop mal, ça fait trop souffrir, c'est trop dégueulasse en fait. Des relations où dans le champ de la relation, il y a ces trois choses-là. C'est vraiment des choses que je ne peux pas tolérer. Donc en fait, effectivement, s'il y a un groupe, allez, admettons, c'est un groupe de potes, bon, et puis en fait, bah, il y a les plus sains, les machins, bon. Donc imaginons un groupe de potes de 8 personnes, il y a 4 couples. Et que, effectivement, il y a le mec d'une des filles ou la copine d'un des mecs qui, d'une manière ou d'une autre, va incarner ça. Et ben moi, effectivement, je vais être la personne qui dit, en fait, moi, je peux pas, vas-y, je viens pas au dîner à 8. Parce qu'en fait, je peux pas être confrontée à ça et subir ça. En fait, je peux plus. Je peux plus. Je l'ai trop subi dans ma vie quand j'étais plus jeune, quand j'étais pas capable de parler de m'affirmer, quand j'étais pas capable de dire que ça me convenait pas. En fait, moi, le problème, c'est que je me suis, par le passé, beaucoup, alors j'allais dire laisser piétiner. Non, parce que j'ai été aussi une victime à beaucoup de moments. Donc en fait, une victime au sens premier du terme. Donc on m'a piétiné, on m'a humilié, on m'a violenté verbalement, etc. Et donc en fait, aujourd'hui, maintenant que je suis capable de choisir en conscience qui je fréquente, avec qui j'ai des conversations, avec qui je suis en lien, avec qui je communique, qui je vois pour un dîner,
En fait, aujourd'hui, je ne peux plus, c'est plus fort que moi, je peux pas fréquenter ça, je peux pas, c'est pas dans mes valeurs, c'est pas dans mon cadre éthique. Et je crois que à certains moments de ma vie, comme j'avais pas la force, j'avais pas les ressources, j'avais pas aussi la lucidité, j'avais pas aussi la grandeur d'âme de pouvoir vivre selon mon cadre éthique rêvé et selon mes valeurs, et que à plein de moments dans ma vie, malheureusement, j'ai trahi mes valeurs, en tout cas, j'ai pas été à la hauteur de certaines de mes valeurs, parce qu'encore une fois, je suis un être humain et que je suis pas parfaite, mais je sais le goût que ça a, je sais le coût, je sais ce que ça fait. Je veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. Même si ça veut dire, effectivement, le fait qu'on me reproche que putain c'est relou, vas-y tu peux pas faire un effort, juste prends pas les choses à cœur. Le nombre de fois où on m'a dit mais Jade pourquoi tu prends les choses à cœur, laisse-les. S'il y en a un qui est raciste autour de la table, mais laisse-le avoir ses idées de merde. Ou s'il y en a un qui a des propos stupides mais il y croit dire comme faire, mais laisse-le, en fait ça te définit pas. Je peux pas laisser, je peux pas laisser. Si ça touche à des valeurs profondes, je peux pas laisser. Et c'est peut-être en ce sens effectivement que je suis intolérante à une forme de différence. Si cette différence veut dire masque, veut dire manipulation, veut dire mesquinerie, en fait, je peux plus laisser passer ça si j'en suis témoin. Donc, comme je peux pas contrôler comment les gens sont, effectivement, je préfère me retirer. Et ça, c'est un reproche que j'ai pu avoir encore récemment. On me dit, mais en fait, pourquoi tu peux pas juste être cool et en fait laisser les gens être dans leur délire, mais au moins, globalement, ça fait une sorte d'harmonie, tu vois, globalement, ça donne le change. Parce qu'en fait, moi, je veux pas avoir des relations où on donne le change. J'ai pas besoin, au pire, d'aller aller dîner sans moi. Moi, c'est fine, je vais être à la maison, je vais mater une petite vidéo YouTube, je vais lire un livre, je vais appeler quelqu'un avec qui j'ai envie de parler, je vais écrire mon prochain livre, je vais faire une vidéo pour YouTube. En fait, il y a d'autres choses qui auront du sens et qui me demanderont pas de trahir mes valeurs que je pourrais faire pendant ce temps. Pourquoi je devrais m'infliger ça ? Tu vois, c'est aussi en ce sens que ce besoin d'absolu me fait souffrir, parce que parfois, il me met face à l'incompréhension des gens que j'aime, parce que les gens qui me font ces retours-là, parfois c'est les gens que j'aime plus que tout, c'est mes proches, tu vois, c'est des gens qui, eux, seront dans ma vie, quoi qu'il arrive, mais qui, eux aussi, sont différents de moi, et ont cette capacité à s'adapter, à donner plus de change et tout, en tout cas à rester à des niveaux de superficialité, ou à, tu vois, à se dire non mais là vas-y c'est pas grave, c'est une relation Insta, ou c'est une relation gossip, ou c'est une relation vas-y c'est ma pote de Snap. Moi je peux pas faire ça. Bon, déjà j'ai pas Snap, mais tu vois ce que je veux dire, c'est... Et bien sûr que ça me fait souffrir, parce que je me sens la relou de service, parce que je me sens trop exigeante, voire intransigeante, parce que même parfois ça peut même me confronter aussi à mes valeurs presque un peu chrétiennes, tu vois, c'est... je suis pas assez tolérante, tu vois, j'accepte pas les gens aussi avec leurs failles et leurs défauts, d'une certaine manière, et en même temps, il y a une part de moi qui dit, ouais, mais en fait, c'est pas que je veux pas accepter ça, c'est que ça me rend malade. Tu vois, c'est que physiquement, je peux pas, ça va me... ça va me... ça me coûte trop, en fait. Ça me fait souffrir parce qu'il y a une part de moi qui voudrait pouvoir être peut-être plus flexible, plus tolérante, de moins prendre les choses à cœur, mais je ne peux pas fonctionner différemment. Je peux plus. Je suis arrivée à cette limite-là. Et comme je me fais de plus en plus la promesse à moi-même d'être sincère et d'honorer ce que je prône, d'incarner, moi c'est ça mon but, c'est d'être cohérente, d'avoir une ligne de conduite où ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense, donc cette fameuse congruence, elle est incarnée. Et donc, l'une des valeurs que je porte le plus, sur laquelle j'écris le plus, sur laquelle je communique le plus sur mes réseaux, etc., une des quêtes principales de ma vie, c'est la sincérité. Comment tu veux qu'après je me pointe à un dîner et je fasse semblant que j'ai pas vu, que j'ai pas ressenti, que j'ai pas perçu? Je peux pas. Et c'est pas simple à gérer, tu vois, parce que, encore une fois, ça t'isole, ça te met en posture d'incompréhension, etc. Et d'ailleurs, j'avais fait un épisode à l'époque, quand le podcast s'appelait encore Manifeste, qui s'appelle Faire le deuil d'être comprise. Tout ça, ça vient de là. En fait, tout est lié, tu vois. Et en fait, ouais, tu vois, quand on me dit, mais Jade, les relations, ça devrait être accessoire, pas pour moi. Pas pour moi. Parce que ma valeur numéro 1, c'est l'amour. Et que pour moi, la vie sans amour,
que ce soit à travers ton amoureux, tes amis, les gens de ta famille avec qui tu choisis de maintenir ce lien d'amour, mais même les inconnus qui vivent autour de toi, si l'amour n'est pas au centre, à un moment donné, moi ça me mène à une crise existentielle. Et il n'y a pas une histoire de détachement, pas détachement, c'est du bullshit. Quand tu aimes quelqu'un profondément, bien sûr que tu as peur de perdre cette personne. Bien sûr que tu n'es pas détaché. Je ne suis pas d'accord avec cette idée. Et je ne veux pas l'être, en fait. C'est même pas que genre, je suis pas éveillée sur ce point. Je suis contre cette idée de détachement. Et je suis contre cette idée de... c'est toi et toi-même. Tu nais seul, tu meurs seul. C'est toi. C'est l'individualité qui prime. C'est... Voilà, tant que t'es bien avec toi-même, tout va bien. Bullshit. In my book, bullshit. Voilà, après, on peut ne pas être d'accord avec cette philosophie de vie. Ça, par contre, je l'entends totalement, parce qu'encore une fois, c'est un parti préexistentiel. Maintenant, moi, je vous partage ce parti préexistentiel. Et sincèrement, d'ailleurs, je vais aller naviguer un petit peu dans les captures écran que j'ai prises de vos témoignages, mais je vois aussi que ça résonne pour beaucoup d'entre vous, et je pense que c'est aussi pour ça que je veux parler de ce sujet, c'est que je veux pas que vous vous sentiez seul, parce que je sais, je sais à quel point on peut se sentir seul quand on est comme ça, je sais à quel point on peut se sentir inadapté, je sais à quel point on peut se sentir la relou de service, la personne du coup qui ne s'adapte plus, etc. Tu vois. Pourquoi je veux parler de ces sujets-là, c'est parce que j'ai été la personne... En fait, mon super pouvoir, c'est d'être caméléon. Donc la compétence de s'adapter, je l'ai très bien. Je l'ai très bien. C'est pas, en gros, voilà, c'est pas une inaptitude de ma part. Guys, je suis le plus grand caméléon que vous avez jamais vu, parce que, pour le coup, moi, ça a été mon mécanisme de survie. J'ai déménagé plus d'une vingtaine de fois, j'ai fait au moins 10 écoles différentes, j'ai eu une vie familiale extrêmement éclatée et instable, j'ai vécu seule dès l'âge de 16 ans, tout ça, vous le savez plus ou moins, c'est dans mon livre, tout ça, ok. Donc, quand je vous dis que l'adaptabilité, je sais faire, je sais faire. C'est juste que je ne veux plus, parce que j'ai fait un pacte existentiel avec moi-même qui est la sincérité, l'éthique, le courage, la justesse. C'est ma bio Insta, je l'ai changé il n'y a pas longtemps. En quête de justesse, de sincérité, de courage. Donc je vais pas maintenant ruiner tout le travail que ça m'a demandé et ce en quoi je crois profondément en m'adaptant à des choses que je méprise et que je trouve sont méprisable, tu vois. Donc c'est pas une question de je sais pas m'adapter, je sais très bien, mais je choisis de ne plus le faire. Parce que j'ai été la personne qui s'est suradaptée au point de se perdre, au point de vraiment se perdre, et je suis passée de l'autre côté. Et en fait, même si, sincèrement, des deux côtés, en fait, tu payes un coup. C'est ça aussi que je voulais vous dire. C'est difficile dans les deux parties, mais c'est pas la même difficulté et tu payes pas la même addition. Dans la première partie, l'addition, le prix à payer, c'est la trahison de soi. Quand tu te suradaptes, tu te trahis. C'est le prix à payer. Mais t'es la préférée, t'es la personne que tout le monde aime, c'est fun, t'es jamais remis trop en question, voilà. Mais le prix à payer, c'est la trahison de soi. Et quand on se trahit, t'inquiète pas, il y a plusieurs prix à payer. Ton corps commence à faire des trucs chelous, tu développes des maladies auto-immunes, tu fais de l'anxiété. En fait, c'est interne, ça te ronge de l'intérieur, d'accord ? Donc c'est toi qui payes l'addition. Et quand tu passes de l'autre côté et que tu t'adaptes plus, tu payes aussi un prix. Et là, ça peut être l'exclusion, le rejet, l'incompréhension. C'est super dur aussi. C'est super dur aussi. Mais au moins, il n'y a pas une destruction du soi, tu vois. Et donc, moi, c'est le prix que j'ai choisi de payer aujourd'hui. Mais je peux vous garantir que l'addition, elle est salée aussi, hein. Elle est super salée aussi. Et donc, tu dois développer, en plus de tout ça, la capacité à pouvoir payer cette addition. Autrement dit, la capacité morale, mentale, émotionnelle et relationnelle de pouvoir accepter le rejet de certaines personnes, accepter l'incompréhension de certaines personnes, accepter le fait de plus être la préférée. Et je pense que ça va être le sujet du prochain épisode. Accepter de ne plus être la préférée, accepter de ne plus être la personne cool. C'est un énorme deuil. C'est un énorme deuil. Surtout quand tu as été biberonné avec l'idée que ta valeur se trouve à cet endroit. Mais je laisse ça pour le prochain épisode. Alors, j'ai eu un témoignage qui m'a touchée.
Hello Jade, j'espère que tu vas bien, j'ai regardé ta vidéo ce matin. Je ne vais pas détailler le fond de ma pensée, mais waouh! Plus je te suis et plus je constate que je me retrouve beaucoup dans ce que tu décris de ta personnalité. Ça en devient flippant. Et c'est la première fois que j'entends une personne verbaliser ce qui se passe dans ma tête depuis mon enfance et que personne ne comprend réellement. Et le sujet de ce matin tombé à pic, c'est tellement moi et ça me coûte à tous les niveaux. Pourtant, je suis en couple, maman, salariée, mais c'est énergivore pour la personne extrêmement sensible que je suis. Je pourrais en parler durant des heures tant ce sujet me passionne, mais je dirais juste merci beaucoup de libérer la parole pour les personnes comme nous. Elle m'a mis un petit mot en plus que j'ai trouvé adorable et je te vois t'ouvrir de plus en plus pour atteindre la vie grandiose que tu souhaites et je suis très heureuse de suivre ton cheminement et de te voir t'épanouir dans cette aventure. Bravo. Merci pour ce témoignage qui, je trouve, est l'illustration parfaite de ce que je disais sur le coût que ça demande de payer, sur la complexité de tout cela. Et oui, d'un côté, maman, salariée, en couple, et en même temps, un sentiment de ne jamais être compris, totalement comprise en l'occurrence. Vous voyez et aussi de voilà ce point qu'elle m'a partagé sur le fait de libérer la parole. Dans ce message, il y a tout. Il y a mon pourquoi, il y a pourquoi je le fais, il y a ce qui est important, il y a voilà. Donc merci pour ce message. J'en ai reçu un autre. Cet épisode m'a littéralement retournée. C'est comme si tout ce que je ressentais au fond de moi était mis en lumière et sous des mots tellement justes. J'en ai eu des frissons. Est-ce que vous vous rendez compte, la puissance des témoignages suite à cet épisode et vraiment de voir à quel point ça fait du bien, ça libère, ça résonne. Chez certaines, c'est très important pour moi. J'ai reçu aussi un message d'un homme qui me disait qu'il écoutait le podcast et qu'il aimait voir aussi l'évolution de mon contenu et l'authenticité toujours plus présente qui s'en dégage. Ça fait aussi plaisir. J'ai reçu aussi un autre vocal qui me disait, avec beaucoup de délicatesse, la personne a pris énormément de pincettes, donc vraiment je l'ai très bien pris, mais qui me disait peut-être que j'avais aussi un profil d'autisme Asperger, donc je connaissais ce volet de l'autisme, d'ailleurs qui est souvent couplé avec un HPI. J'ai pas passé les tests pour l'autisme Asperger, donc je ne sais pas. C'est possible, d'autant plus que l'autisme Asperger est effectivement extrêmement méconnu chez les femmes. Et surtout quand il est couplé avec certaines compétences sociales, parce que entre guillemets un peu le cliché de l'Asperger c'est qu'il est un peu asocial, etc., et donc on l'associe pas à des profils soit extravertis, soit qui sont hyper à l'aise par exemple sur la prise de parole en public ou qui sont sur les réseaux, etc., alors qu'en fait il y en a plusieurs. Il y a des femmes, et cet abonné qui m'a fait ce long témoignage très précieux justement me disait il y a des femmes Asperger qui sont actrices, écrivaines, conférencières, etc., donc c'est pas si simple, encore une fois c'est de la dentelle, mais je me suis dit tiens je vais aussi partager ce retour-là sur le podcast, comme ça celles pour qui ça résonne peuvent peut-être aussi faire des recherches pour, si c'est important pour vous, de mettre une étiquette ou de mettre un élément de compréhension sur tout ça. Moi aujourd'hui je ressens pas le besoin d'aller plus loin sur pourquoi je suis comme ça, qu'est-ce qui fait que, en fait comme je vous l'ai dit, pourquoi je suis comme ça, ça compte, enfin ça n'a pas trop d'importance. Est-ce que je suis comme ça parce que je suis Asperger? Est-ce que je suis comme ça parce que je suis HP? Est-ce que je suis comme ça parce que je suis hypersensible? Oui, sûrement. So what? Tu vois, il y a un truc de... Ouais, ok, très bien. Mais de savoir pourquoi, ça change pas le reste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le comment et c'est le quoi. C'est ok, je suis comme ça. Quelle relation donc je vais privilégier? Comment est-ce que je construis ma vie et mes relations? Quels sont les choix que je fais? Quels arbitrages philosophiques est-ce que je décide d'avoir? Enfin, tu vois, moi, c'est plutôt ce volet-là qui m'intéresse. Et c'est aussi pour ça que je parle de ça sur le podcast de cette manière-là. C'est pour qu'en miroir, vous puissiez aussi vous demander, bon, attends, si je suis comme ça et que j'accepte d'être comme ça et que je m'aime comme je suis, vers quelle vie j'ai envie d'aller, vers quelle relation j'ai envie d'aller, quels sont les projets que j'ai envie de construire, quels sont les liens que j'ai envie de construire, et d'être acteur de sa vie par rapport à ça, de ne pas juste subir, de créer avec ça, à partir de ça. C'est pas une fatalité. Et franchement, moi, plus j'avance et plus je m'exprime aussi sur ces sujets, et plus, regardez,
j'ai des gens pour qui ça résonne et qui viennent à moi. Et donc c'est comme ça aussi qu'on construit sa tribu, que ce soit une tribu virtuelle sur les réseaux sociaux. Mais bon, de toute façon, moi je fais des événements et tout, donc c'est jamais que virtuel, parce qu'après on se rencontre aux événements, aux dédicaces de livres. Voilà, il y a des choses qui vont arriver encore, sûrement des voyages, des retraites. Donc je vous ai parlé des dîners après minuit. Enfin voilà. Donc c'est aussi pour ça que je parle de tout ça, c'est qu'en fait, c'est aussi à notre responsabilité, à nous, à ceux qui croient en un monde différent, un monde meilleur, un monde où l'amour est au centre, un monde où les liens sont choisis, ou profonds, etc., de créer notre version des choses, de créer notre tribu, de créer nos événements, de créer un endroit où on va pouvoir se sentir vu et reconnu et appréhendé dans notre complexité. En fait, attends, pourquoi on devrait laisser la médiocrité gagner sous prétexte que c'est l'époque et sous prétexte que c'est une majorité actuelle et sous prétexte qu'en fait la société elle est cassée, elle est malade et donc il faut quoi, faut adhérer à cette folie collective. Non, non, moi je refuse. Voilà, c'est simple, je refuse. Donc voilà, qui monte dans mon train, qui vient avec moi. Vous avez vu comme j'étais enflammée pour cet épisode qui est super long, je pensais pas qu'on en arriverait là. C'était hyper spontané sincèrement. Voilà, mais ça me tenait à cœur. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vraiment, ça m'aide, ça me fait plaisir. À laisser 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. À partager cet épisode avec quelqu'un pour qui ça pourrait résonner, avec une amie, avec vos parents, avec une cousine, avec quelqu'un. Voilà, vraiment, c'est très 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 précieux. Moi, je vous dis, guys, à très très vite pour un nouvel épisode d'après minuit. Et je vous embrasse. Mouah.